Un grand merci à Sylvie Meyer qui est ici pour ce documentaire qui est essentiel. Donc Sylvie va être là pour répondre à vos questions. Et vraiment, j'ai la joie, même l'honneur, d'accueillir Eva Thomas ici avec nous, notre pionnière. Et de lui donner la parole devant vous. Et ensuite, Jean-Pierre, lui, parlera justement de la problématique du déni et des réseaux sociaux, des journalistes, de tout l'impact que ça peut avoir pour pouvoir contrer le discours agresseur qui colonise toute la société. Je passe la parole à Eva. Merci. Je suis très émue d'être avec vous. Ça a été un grand bonheur de participer à ce film avec Sylvie. En fait, j'ai tout de suite adhéré à son point de vue de refaire l'historique de comment la société a dénié ses problèmes et comment ça a été si difficile de se faire entendre dans les années 80. Et en fait, je voulais juste vous dire que si j'ai écrit Le viol du silence, c'est grâce à une petite fille de 7 ans. J'étais rééducatrice dans les écoles et elle est venue me dire que son père l'a violée. Et comme elle était en famille d'accueil, en fait, je suis allée à la sauvegarde de l'enfance et j'ai dit il faut protéger cette petite fille, c'est pas possible. Et on m'a répondu, mais en 1983, vous savez, mais les enfants mentent, on ne peut pas les croire, c'est pas possible, etc. Et ça m'a mise dans une telle colère que la colère a été le moteur de l'écriture de mon livre. Et après, la colère, elle a continué aussi pendant un certain temps. Même un temps certain, puisque justement, ce serait bien de parler de ton combat, voilà, parce que tu as continué, et c'est ce que je vous ai dit hier, et ce qui apparaît aussi dans ce film, c'est que c'est quand même essentiellement les victimes qui ont fait avancer les choses. On le voit aussi au niveau de la société, on le voit aussi par rapport même aux troubles psychotraumatiques. Vous savez, quand elles ont été définies en 1980 aux États-Unis, c'est les féministes américaines qui sont montées au créneau, parce qu'au départ, on les avait définies uniquement pour les vétérans du Vietnam, uniquement pour les vétérans de guerre. Et c'est les féministes qui ont dit, mais non, mais toutes nos victimes de viol, là, elles ont exactement les symptômes que vous décrivez, il faut peut-être faire quelque chose, il faut peut-être les soigner, il faut peut-être les prendre en compte. Et c'est tous ces combats qui ont été menés par les victimes elles-mêmes. C'est-à-dire que non seulement elles doivent survivre aux violences, et on voit vraiment depuis hier, vous voyez ce que c'est, la torture que c'est, mais en plus, elles doivent survivre aux conséquences. Et là, vous avez vu avec toutes les études qui ont pu être faites, toutes les enquêtes, tous les témoignages qu'on a entendus, à quel point ça fracasse les vies, sans soins, abandonnées, sans droit, sans justice. Mais en plus, c'est elles qui vont se battre aussi pour les autres. Parce que ça, c'est quand même un élément au cœur de cette réalité. C'est que c'est les victimes qui font avancer les choses. Oui, en fait, dans les années 80, effectivement, le bâillon était total, puisque quand une femme essayait de dire à un psy qu'elle avait été violée par son père, c'était tout le temps entendu dans l'ordre du fantasme. Et donc, c'est ça qui nous rendait folles, en fait. Et quand j'ai participé au premier débat après l'émission des dossiers de l'écran, en fait, tous les débats publics pratiquement sur l'inceste s'appelaient inceste, fantasme ou réalité. Tout le temps, ça s'appelait comme ça. Et alors, c'était très difficile pour moi parce que je prenais des lettres de victimes qui avaient été envoyées à l'association et je lisais. Je disais, mais vous voyez bien que c'est la réalité et tout ça. Et puis, en fait, j'utilisais le mot de criminel. Au lieu de dire le père, je disais tout le temps le criminel. Et un jour, il y a un homme dans l'assistance qui s'est levé en disant, j'en peux plus d'entendre Eva Thomas parler du criminel. Et heureusement, il y avait la dame de la brigade des mineurs qui était là, qui a répondu tout de suite. Elle utilise le terme juste et je suis là pour vous le rappeler. Alors à partir de ce moment-là, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai dit je veux bien parler à condition d'avoir un juge d'un côté et un policier de l'autre. Et en fait, tout ce que je disais était entendu dans l'ordre de la loi.
Et ça a été fini, plus jamais d'agression, plus jamais de déni, etc. Parce que quand on parle dans l'ordre de la loi, tout d'un coup, c'est plus les désirs des petites filles, tout ça, ça tombe à l'eau. Et ce qui arrive, c'est l'horreur du crime d'un adulte sur un enfant. Voilà. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à la justice et que je me suis battue pour que les lois changent, comme vous, en particulier pour essayer de faire cette fameuse loi spécifique aux mineurs, où on n'entend plus parler de consentement et toutes ces horreurs. Mais bon, il n'y a pas de volonté politique pour l'instant, mais il faut qu'on continue. Oui, mais ça j'y crois, et je pense que la volonté politique, on a entendu justement des élus. Je crois que là, on en a quand même beaucoup qui nous soutiennent, et on va monter au créneau, et on espère beaucoup que aussi le bilan de la loi Schiappa, ce bilan qui va être forcément négatif en ce qui concerne la protection des enfants et la condamnation des criminels, fasse que tout soit repris et tout soit réexaminé. Je vais passer la parole à Jean-Pierre qui... Voilà. Oui, je voulais vous présenter assez rapidement en fait un article qui est paru dans l'encyclopédie oxfordienne de criminologie. J'espère que ça va marcher. La clé USB. Zut. Oh là là. La clé USB, voilà. Oh là là. Ah bon. Allez. Bon, tant pis. Il veut pas monter la clé USB, je sais pas où elle est. Ah. Où ça? Ah oui, oui. Voilà, parfait. Voilà, et comment on se met en plein écran? Contrôle. Oui, 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 oui. Voilà, incroyable. Bon. Donc, c'est un article qui est assez long, qui aborde le problème des médias face à la pédocriminalité organisée depuis les années 80. Alors, l'article, je l'ai traduit, en fait, c'est un article d'un chercheur australien qui s'appelle Michael Salter. Et d'abord, il faut préciser ce qu'il entend par pédocriminalité organisée. Il entend ces trois choses à la fois. Ah non, c'est pas le bon diaporama. Enfin, c'est pas grave, je vous dis. Non, mais j'avais rajouté une diapo qui n'a pas eu le temps d'être mise. Il entend trois choses à la fois. Il entend la pédocriminalité organisée par des réseaux pédocriminels. D'autre part, la pédocriminalité incestueuse familiale. Et troisièmement, la pédocriminalité en institution, dans les écoles, les garderies, les hôpitaux psychiatriques, etc. C'est ces trois choses-là qui regroupent sous le nom de pédocriminalité organisée. Et alors, son introduction est déjà... Alors, c'est un chercheur australien avec le style anglo-saxon, c'est-à-dire extrêmement factuel. Il ne raconte que des faits, il n'a pas l'air de prendre parti, et en même temps, il est d'une incroyable méchanceté. Il explique que, finalement, les éditeurs et les journalistes aux USA, au Royaume-Uni, en Australie, c'est son domaine d'investigation, mais ça s'applique également à ce qu'on a connu en France, par exemple avec l'affaire Doutreau. Eh bien, ils ont eu un rôle extrêmement actif dans la construction sociale de l'idée que se faisait le public de la pédocriminalité, et que ça a favorisé l'émergence d'un discours dominant incrédule, avec notamment les termes, comme il dit, de panique morale et de chasse aux sorcières, puis ensuite de faux souvenirs qui sont arrivés très rapidement. Dans les années 80, il dit « Les médias portent leur attention sur les notions de fausses allégations, de faux souvenirs, et minimisent notamment les preuves réelles, de violences réelles,
qui leur parviennent, dont elles ne tiennent pas compte. Et pour de nombreux journalistes, c'est des histoires exagérées par les mouvements féministes. Ensuite, dans les années 90, des célébrités révèlent des violences sexuelles subies dans leur enfance. Alors ça, c'est plus embêtant pour les journalistes, mais ils vont réussir à contourner le problème. Aux USA, il y a des lois sur la prescription qui vont être modifiées, du coup, comme c'était des personnes importantes qui avaient été violées, pour que ces personnes puissent poursuivre leurs agresseurs. Et puis, il fait remarquer cette phrase de Kissinger, qui est un chercheur en médias. Il dit... Il y a eu un lobby de faux souvenirs qui s'est créé, qui était un lobby composé uniquement d'anciens agresseurs ou d'agresseurs actuels. Et il s'est attiré la sympathie. Je vous ai recopié toute la phrase. Les médias s'y sont intéressés immédiatement, alors qu'il a fallu des décennies aux organisations féministes pour attirer l'attention des médias sur le viol et les violences conjugales. En revanche, dès 1992, la couverture du problème des faux souvenirs qui venait d'émerger a été parfaite et complète par les médias. Ensuite, dans les années 90, ils ont commencé à controverser les interventions qui visaient à protéger les enfants en disant qu'il s'agissait d'activistes plus ou moins suspects. Seulement, il y a eu des tas de violences sexuelles commises par des prêtres sur les enfants qui ont commencé à émerger. Et alors là, les journalistes ont essayé de reparler de faux souvenirs, de panique morale, etc. Mais, comme il dit, ça s'est très très mal adapté au contexte de ces violences réelles. Parce que les victimes, cette fois-ci, n'étaient plus des filles, mais beaucoup de garçons, d'accord, ce qui, bien sûr, augmentait la crédibilité des victimes. Et puis, que oui, d'habitude, les accusations, les allégations mal intentionnées, c'était les femmes, c'était bien connu, quoi. Et puis, en plus, ils accusaient surtout le lobby hyper religieux chrétien de favoriser les accusations, l'ordre moral, etc. Donc là, ça cadrait très très mal et il a fallu qu'il commence. Mais malgré tout, il explique, les rédactions n'ont pas remis grand-chose en question. C'est l'avant-dernière diapo. Ensuite, dans les années 2000, on a eu les scandales de pédocriminalité VIP, avec notamment l'affaire Jimmy Savile au Royaume-Uni, donc qui a fait des centaines de victimes dans un système organisé, puisqu'elles étaient violées dans le cadre même des locaux de la BBC. Et les médias sont alors divisés. Les uns ont dit on accorde trop de crédibilité aux victimes, les autres ont dit vous perpétuez la culture du silence et de la dissimulation. Mais les réseaux sociaux sont apparus et ça a changé la donne parce qu'auparavant les journalistes avaient vraiment le dernier mot. Finalement, ce que disait le journaliste, il avait dit les droits de réponse étaient rares, les gens ne répondaient pas. Et puis il y avait un autre problème, c'est que il était facile aux agresseurs de faire valoir leur point de vue. Donc les journalistes pensaient naturellement que leur rôle était de soutenir et d'être du côté de l'agresseur. Alors que pour les victimes, c'était compliqué. Parce qu'il était compliqué d'accuser de viol quelqu'un dont le crime n'avait pas encore été jugé. La présomption d'innocence, etc. Donc on risquait la diffamation. Et les réseaux sociaux sont apparus, les journalistes sont plus assurés d'avoir les derniers mots et doivent tenir compte de la contestation des internautes. Mais il dit très méchamment dans son article que les journalistes n'ont compris que ça, qu'ils n'ont jamais eu la moindre réflexion réelle sur la réalité de ces affaires. Voilà, résumé et perspective. Donc la couverture a été binaire, soit des accusations vraies avec enquête, poursuite, soit des fausses allégations, faux souvenirs, panique morale, chasse aux sorcières. Les décisions éditoriales concernant la crédibilité des sources ont joué un rôle déterminant dans la représentation des représentations sociales. Et les dénégations des accusés et des groupes de pression faux souvenirs ont fortement résonné dans la culture des rédactions. D'accord ? Et puis après 2000, les récits de violence commises par le clergé et les auteurs VIP ont délégitimé les affirmations antérieures, que ces accusations étaient nécessairement fausses. D'accord ? Et la couverture médiatique s'est améliorée et les discours médiatiques se sont fragmentés en perspectives multiples, engagement ou bien contestation pure et simple. Les réseaux sociaux jouent un rôle important. Alors la traduction de l'article, vous pouvez la lire très facilement sur le site internet mémoiretraumatique.org. Elle apparaît dans le menu articles, publications et outils. Vous allez dans le sous-menu articles en anglais et vous avez l'article anglais et la traduction française. Vous pouvez même vérifier la traduction ou proposer des améliorations si vous le souhaitez. Pas de problème. Au revoir. Merci beaucoup Jean-Pierre.
Et c'est vrai que ça fait chaud au cœur d'avoir des recherches qui sont faites sur ce registre, et puis toutes les recherches aussi qui concernent les fausses allégations. Vous savez, le syndrome d'aliénation parentale qui est aussi utilisé particulièrement contre les mères, toute cette justement sorte de chasse à sorcières qui continue et qui vraiment, c'est vrai qu'on a beaucoup de chercheurs quand même qui se sont vraiment engagés et qui en ont pris plein la figure dans l'ensemble, comme par exemple Williams, qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'amnésie traumatique, voilà, qui est une magistrate, qui a fait un travail remarquable. Donc il y a comme ça pas mal de gens. Oui, oui, oui. Oui, alors Linda Meyer-Williams, elle a fait une enquête sur l'amnésie traumatique absolument remarquable. C'est une chercheuse en criminologie de Nouvelle-Angleterre, de Boston. Et elle a fait une étude dans les années 90 où elle a repris des dossiers d'agression sexuelle qui dataient de 18 ans avant. D'agression sexuelle avérée, avec les victimes arrivées à l'hôpital avec des lésions dûment examinées par les médecins. Les dossiers étaient consignés. Elle a recontacté ces victimes sous prétexte d'enquête de santé publique générale, sans leur dire la raison réelle. Et elle s'est entretenue avec elles pour savoir ce qu'elle se rappelait de ces agressions sexuelles. Et la conclusion est sans appel, 38% des victimes ne se rappellent pas les agressions en question. Alors l'article, il est exposé dans un article Wikipédia qui s'appelle Linda Meyer-Williams en français, que vous pouvez lire, avec notamment un court paragraphe sur les contestations auxquelles ça a donné lieu. Alors les personnes, il faut savoir que le lobby des faux souvenirs a contesté d'une façon assez ridicule, en disant qu'on ne pouvait pas appeler un oubli, un simple oubli, une amnésie, qu'il arrivait d'aller au supermarché, d'oublier de prendre un pot de moutarde, qu'on ne pouvait pas appeler ça de l'amnésie et que là c'était pareil. Je vous laisse apprécier cet argument. Merci Jean-Pierre. Donc cet article est aussi disponible sur le site et j'ai fait un article, d'ailleurs si ça vous intéresse précisément l'amnésie traumatique, un article extrêmement détaillé, référencé sur le site aussi. Donc voilà, donc tout ça avance, des éléments vraiment avec des argumentations extrêmement référencées, des recherches font avancer les choses. Comme je vous l'ai dit hier, ça n'empêche que tous les stéréotypes, fausses représentations, toute la culture du viol a imprégné tellement tout le monde et cette propagande qui, à partir du moment où elle est violente, entraîne en fait l'équivalent d'une mémoire traumatique, ce qui fait que ce sont des phrases qui peuvent revenir dans la tête de tout le monde, même si on ne veut pas les avoir. Donc spontanément, c'est comme le racisme, l'antisémitisme, et qu'il faut vraiment justement faire ce travail de déconstruction acharné pour faire contrepoids et remettre le monde à l'endroit. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire avec votre aide. Je vous propose, si certaines personnes veulent poser quelques questions à Sylvie Meyer sur le documentaire que vous venez de voir, de vous passer la parole. Je ne sais pas si on peut allumer la salle, c'est possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Oui. Merci à vous. Alors, je m'appelle Harry Courtade, bonjour. Je vous remercie pour tout ce travail. Je viens de Tahiti, j'ai pris l'avion pour venir vous voir. Je repars demain. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui est de Nouvelle-Calédonie, Lio, dont j'ai fait la connaissance tout à l'heure. Alors, à Tahiti, on a un gros souci sur ces violences parce qu'elles s'inscrivent sur un terrain incestueux. L'inceste est quand même assez lourd dans les îles. Et je vais peut-être m'asseoir. Il y a une corrélation avec tous ces éléments et des choses que j'ai remarquées qui touchent de l'ordre du satanisme. Alors vous n'en avez pas parlé, mais c'est un sujet important. Les confréries, les sectes touchent les enfants avec de la haine. Et il faut impérativement comprendre ce qui se passe parce que c'est eux qui gèrent notre société. Toutes vos lois ont du mal à passer parce que les gens les bloquent. Et ces gens font un travail énorme de sape.
Donc je voudrais qu'on aborde aussi ce sujet, un de ces quatre. Voilà, je vous remercie. Oui, moi j'ai rencontré des personnes qui m'ont raconté avoir été victimes d'enfants de violences dans le cadre de sectes pédosatanistes. Mais c'était trop violent et j'avais surtout pas envie que le téléspectateur qui regarde ce film zappe en disant « Oh, ça y est, encore ce mythe ». Oui, oui. Bien sûr que je sais. Oui, mais il s'agit plus que d'agression, il s'agit de torture, de viol et de meurtre dans le cadre des sectes. Merci, c'est gentil. Quelqu'un qui va avoir ses idées en tête, lorsqu'on va l'écouter, va pas vous dire c'est l'enfant qui m'a regardé. Il va utiliser ces vecteurs pour brouiller l'esprit, mais à la base, c'est une idéologie qui écrase tout à fait notre société, qui nous amène à dire que l'enfant c'est rien, qu'en définitive, un enfant c'est la lumière de Dieu et le mal va écraser tout ça. Que ces enfants sont choisis, sont placés dans la société par leur QI. Je veux dire, ça va assez loin. Et on trace leur vie, et avant, on les écrase. Et dans ces phénomènes de dissociation dont vous parlez fortement, il y a aussi le contrôle de l'enfant dissocié. Avec les personnalités multiples, je vous envoie vers les travaux du docteur Franz Springmeyer. Je crois que c'est Alexandre Breton, le français qui ose parler de ça avec un projet MK et autres. Et donc, à travers tout ça, pour un psychothérapeute, voir un enfant qui est abîmé et qui a plusieurs personnalités, ça ne lui viendrait pas à l'esprit d'imaginer qu'on ait pu travailler dessus. Et c'est donc cette violence qui est impensable. Et je pense que le titre du docteur Sabourin résume tout. Vous ne pouvez pas y penser, vous, ici, dans ce public. C'est pour ça qu'on n'y arrive pas. Or, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui font émerger ces phénomènes. Et je pense que maintenant, on doit les prendre en considération. Et ce que je veux dire, c'est que l'effet pervers de toutes les intentions pour avancer, je dirais, en termes de loi, sont bridés par ces gens. Vous allez dire, il y a prescription, on fait 10 ans. En face, on va vous donner un petit pion pour vous dire, bon, on va gagner encore quelques temps. Donc, on va alléger un petit peu la peine, on va pousser un petit peu. Mais en définitive, on se heurte à ceci. Donc, je pense que très vite, on va devoir prendre le problème social. Il n'y a qu'à voir ce qu'on nous montre comme clip vidéo à la télé. Enfin, je veux dire, il y a plus de choses à montrer entre les signes. Dans les années 90, c'était les sectes. Hein, et de ce fait, on passe maintenant, avec des phénomènes qu'on a occultés, avec des phénomènes qui sont complètement sur la scène médiatique. Et les enfants sont pris dedans, dans leur téléphone et tout ça. Voilà, j'en termine là. Merci. Je voulais rappeler à quel point la violence sexuelle est un instrument d'écrasement, de domination, de destruction. Et que aussitôt qu'on se retrouve dans des systèmes extrêmement dominants, de pouvoir absolu, elle est utilisée, c'est l'instrument le plus efficace pour réduire les personnes en situation à l'état d'esclavage. Voilà. Donc c'est un élément qu'on retrouve et dont on va parler aussi dans le cadre de la présentation de tout le travail de la chaire internationale Mukwege et l'hôpital de Panzi, avec aussi cette utilisation dans le cadre des dictatures aussi, mais aussi de guerres, de conflits. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je suis là, Meryl. Bonjour, je suis Florence Pazer. Je milite actuellement pour les femmes victimes de violences conjugales ainsi que les enfants. Je voulais vous remercier infiniment
d'avoir fait ce film, de l'avoir mis déjà sur les écrans, parce que c'est important, c'est compliqué, c'est difficile d'en parler. Actuellement, moi, j'essaye depuis 9 ans de protéger mes enfants de leur père, parce que l'inceste, en fait, ce qui me dérange actuellement, c'est vrai, on oublie de dire que ça fait partie aussi beaucoup des pères, malgré, voilà, et que dès qu'on dénonce des violences sexuelles, eh ben, la mère, tout de suite, et effectivement, on a eu un parcours du combattant avec des experts psychiatriques, voilà. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, je voulais tous vous remercier, et les témoignages aussi. Excusez-moi, ça fait 2 jours que je suis là et tout est chamboulé. Je pense que je suis réactivée aussi. Donc merci de m'avoir appris aussi ça. Mais aujourd'hui, la question que je me pose, c'est, on le sait, on sait tous qu'il y a ces fameux problèmes traumatiques qui remontent. On le sait qu'il y a de l'inceste, on sait, et pourquoi on n'est pas à l'heure d'aujourd'hui encore protégé. Voilà, nous on vit à 500 mètres de notre bourreau, je ne sais pas comment on peut appeler. C'est pour ça que je voudrais qu'on utilise, qu'on arrête de mettre des gardes partagées avec un homme violent. Je voudrais que l'autorité parentale soit transmise. Enfin, je ne veux pas prendre la parole pendant 10 minutes. En tous les cas, merci. Voilà, merci pour tout. Vous savez, on a quand même 20 siècles de retard, parce que les Romains faisaient ça aux gosses. C'est seulement depuis 50 ans qu'on commence à en parler. Voilà. Alors, juste pour une note positive, merci Sylvie, juste pour une note positive, ça fait partie des forces de proposition dans le cadre aussi du groupe de travail sur l'impact des violences sexuelles sur les enfants. L'impact des violences conjugales sur les enfants, cette protection des enfants, le problème du retrait de l'autorité parentale, de l'interdiction d'une garde alternée en cas de violence. C'est aussi les propositions de la loi comment il s'appelle, Pradier, c'est ça hein oui. Pradier, hein, c'est ça, de la loi Pradier, et qui ont toute chance d'être votées, puisque le gouvernement ne s'y est pas du tout, y adhère et ne s'y est pas opposé. Donc là, on devrait avoir des avancées. Et ce qu'il faut aussi, là je rebondis là-dessus, c'est à quel point non seulement les enfants qui sont victimes de violences sexuelles vont subir violence sur violence, vont être abandonnés, vont être rejetés, etc., mais que toutes les personnes qui prennent leur défense, à commencer possiblement par la mère, par d'autres personnes aussi qui prennent la défense, vont s'en prendre plein la figure aussi et vont être exposées également. Enfin, c'est vraiment un système qui broie et qui laisse aucune chance théoriquement, sauf que ça y est, on est en train d'élargir les failles de ce système agresseur pour mieux protéger les enfants, et c'est là où on a besoin d'être vraiment toutes et tous unis et de mettre vraiment toutes nos compétences en lien pour changer la donne. Est-ce qu'il y a une autre question ? Je suis là. Alors, on va être forcé de faire attention parce qu'il faut qu'on finisse ça. J'ai le micro. Oui. Bonjour, je m'appelle Sarah. C'est difficile de commencer une phrase parce que, comme Florence, je suis un peu chamboulée aussi. J'étais même pas inscrite, je suis venue contre votre gré, en fait, parce que je voulais absolument être là aujourd'hui. En gros, contre votre gré, c'est un gros mot, hein, mais c'est pour dire que j'avais pas mon inscription, mais j'ai voulu absolument être là. Parce que Muriel Salmona fait partie aussi de ma réflexion. Et Madame Eva Thomas, vous êtes une précurseur, comme ça a été dit dans le film. Je vous découvre. Pour moi, ma précurseur, ma tutrice, on va dire, de résilience, ça a été aussi une auteure qui a écrit le livre Dans l'enfer des tournantes, Samira Bellil. Désolée, elle est morte, donc j'ai envie de perpétuer aussi sa mémoire. Comme disait Muriel Salmona, c'est vrai, c'est par les victimes qu'on fait avancer les choses. Mais moi, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur autre chose, parce qu'on n'est pas toute seule, et vous êtes là, vous êtes psychiatre. Oui, c'est ça. Que ce soit que les victimes.
Voilà, et pour continuer de prendre la parole et de la disséminer dans l'espace public, dans les médias, etc., moi aussi j'ai envie d'écrire, et j'ai écrit, j'ai une co-auteure, mais je le fais en autonomie. Mais pour ce faire, il a fallu que je fasse tout un travail d'enquête sur mon propre parcours, 18 ans plus tôt, même ça va au-delà, je dirais, et pour ce faire, j'ai donc recontacté la pédopsychiatre qui m'a accompagnée et qui a demandé à mes parents fermement de m'emmener en brigade des mineurs à l'époque. Et cette pédopsychiatre, j'ai fait plusieurs entretiens avec elle ces derniers mois, et on a beaucoup parlé de vous, Madame Salmona, sur l'importance que vous, Boris Cyrulnik, dont Samira parle dans son livre aussi, ont une importance cruciale dans les avancées. Et puis je vais nommer même ma victimologue, que peut-être certaines ici voient aussi, qui s'appelle Madame Chistoni, et qui pour moi est une personne incroyable, qui m'aide énormément. Je pense que c'est grâce à un socle qui est très ferme, un socle de professionnels. Moi, j'appelle ça mon staff aujourd'hui. C'est mon staff. Madame Chistoni, c'est mon staff. Les lectures comme celle-ci, c'est important. Vous êtes un socle, et on doit absolument aussi, dans les avancées, dans la société, la manière dont elle doit avancer, c'est la formation professionnelle. C'est mettre en place, si on veut changer profondément la société, c'est aussi faire... Voilà, qu'il y ait plus de victimologues, de criminologues. Voilà. On va faire une dernière question. C'est Diata ? Oui. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais simplement vous remercier parce que vous avez fait un outil qui, à mon sens, va pouvoir parler de différents aspects. En fait, moi, quand je vois ce documentaire, je vois ce que ça peut apporter aux victimes, je vois ce que ça peut apporter aux parents qui ont fait des dénis aussi, parce que on arrive même il y a un moment, on arrive même à entendre que pour les parents, ça a été peut-être parfois aussi une façon pour eux de se protéger, en fait, que de faire comme si ça n'existait pas. Et il y a plein de sujets. En fait, c'est un excellent support. Et la question que je me posais, c'était est-ce qu'il y aurait un accompagnement, en fait, avec ce support ? Une sorte de PDF, en fait, un document qui explique les différents axes de travail, en fait, si les personnes souhaitent utiliser votre documentaire comme support de discussion et d'échange, en fait, pour donner des pistes et des clés, de voir tout. En fait, il y a tellement de choses à travailler que je pense que ça serait intéressant de réfléchir et de travailler à un outil support pour accompagner les personnes qui souhaiteraient l'utiliser. Pour l'instant, je comptais sur le PDF total Salmona, la fée Salmona. Et oui, on peut le faire. Donc voilà. Oui, mais en tout cas, bravo et merci à toutes et à tous. Merci pour cette idée, Diata. Je vous remercie beaucoup. Malheureusement, on est forcé de faire le déjeuner. Avant que vous vous leviez, je voulais remercier la présence de Madame Aline Ollier, ici présente, qui est conseillère auprès d'Adrien Taquet. Voilà, donc vraiment merci. Merci beaucoup. Enfin, je pense que vous le prendrez toutes et tous comme un signal fort, cette présence, et vraiment je la remercie beaucoup d'être là. Donc, encore merci. Je remercie encore Sylvie Meyer, qu'on peut encore applaudir. Et dernière chose, je voulais vous dire qu'il y a une sculpture qui est présentée dans le hall d'accueil de Dominique Lose, avec voilà, et donc avec un papier qui explicatif. Donc vraiment, je vous conseille d'aller la voir, d'aller le regarder. Quand vous sortez, elle est sur la droite. Qui est aussi vraiment une lecture importante par rapport à notre sujet. Merci. Merci à Dominique de nous l'avoir apporté, parce que ce n'était pas une mince affaire de faire venir cette sculpture.